La séance d'aujourd'hui va être enregistrée. L'enregistrement est commencé. Mon nom est Guyane Perron. Je suis la directrice des communications pour le Conseil des industriels laitiers depuis bientôt 2 ans. Ça me fait plaisir d'être avec vous, de vous accueillir pour partager un petit bout de notre journée ensemble. Et donc, on va passer à la diapo suivante pour parler du sujet du jour. Donc, le sujet du jour, c'est le code de conduite pour le secteur des produits de l'épicerie. Comme vous savez peut-être maintenant avec les communications qu'on vous a fait parvenir, le code va être bientôt mis en application, mais l'une des dernières étapes avant d'en arriver là et de compléter, publier le code, c'est de consulter toutes les parties concernées par celui-ci. Alors, on va passer à la diapo suivante. Le conseil vous offre une séance aujourd'hui. Pourquoi? Et pourquoi c'est une bonne idée que vous soyez là? En fait, c'est qu'on veut vous aider à y voir plus clair. Le code de conduite, il va être en application. On veut donc que le plus de personnes possible puissent consulter, donner en fait leur avis, leurs commentaires sur le code. Et donc, on vous offre aujourd'hui l'occasion de vous familiariser avec le code, d'en comprendre l'ABC, d'apprendre comment vous pouvez vous impliquer dans le processus. Ça va sans doute être payant autant pour vous que pour l'industrie. On a donc convié tous les membres du CLQ, des partenaires, à cet exercice qui se veut un exercice d'information. Vous pourrez ainsi aller plus loin, comprendre également les motivations et contraintes là, qui ont mené à la proposition du code par le comité directeur qui chapeaute les travaux. Le comité de ce comité-là, en fait, là, représente des petites, moyennes, grandes entreprises de la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Canada, dont les détaillants, les fabricants, les distributeurs, les grossistes, les transformateurs, les producteurs. Et donc, ceux-ci forment le groupe de travail qui ont et continuent de travailler à l'élaboration du code. On souhaite finalement que le webinaire vous outille et que vous puissiez maintenant, avec ces outils-là, aller offrir vos opinions, vos commentaires, vos suggestions dans la consultation. On va passer à la diapo suivante. Je fais un peu le message du commanditaire. Je prêche pour ma paroisse parce que l'occasion est belle. Le CLQ, donc, vous offre une gamme de webinaires durant toute l'année pour répondre vraiment à vos besoins. En rappel, rapidement, pour vous dire également que la plupart de ces webinaires-là ont été enregistrés et donc sont disponibles pour visionnement en mode asynchrone. Novembre, les subventions. Février, l'offre de formation de l'ITAC. En mars, on a parlé du nouveau fonds d'investissement pour la transformation des produits sous la gestion de l'offre avec Agriculture agroalimentaire Canada. À la diapo suivante, on peut voir qu'il y a quelques jours, donc le 4 mai, on a reçu les producteurs laitiers du Québec et une collègue de Mathieu de l'Association des transformateurs laitiers du Canada pour parler des nouvelles exigences en matière de bien-être animal suite à la publication du nouveau code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. Donc, les webinaires, ça fonctionne bien actuellement, un bon taux de participation, un bon taux de satisfaction également. D'autres séances sont à venir. On a notamment des discussions avec le Centre d'expertise fromagère pour offrir des formations avec du contenu sur des fois un peu plus techniques qui peuvent être des éléments très intéressants également. Et on aura dans nos prochains rendez-vous l'école d'été, une nouvelle formule de notre événement estival en mode hybride. Donc, ce sera avec Novalet. Il y aura une portion Forum Techno de Novalet, une portion plus réseautage social du CLQ, qui seront ces portions-là jointes ensemble le 13 juin. Et petite primeur, on aura un rendez-vous, on conviera en fait les entreprises de transformation qui sont dans les produits laitiers biologiques au mois de juin pour un échange sur les stratégies de mise en marché avec Sobase. Alors, aujourd'hui, l'horaire de la séance, rapidement, Mathieu va nous présenter le contexte, le code, les mécanismes de résolution des différends, les étapes qui vont venir et on aura, pour terminer, une période de questions lors de laquelle vous pouvez noter vos questions tout au cours de la présentation, les mettre dans la fenêtre de clavardage et à la fin, lever la main si vous voulez vous adresser directement à Mathieu. Alors, bon,
Mathieu, qui est-il? Notre conférencier. Mathieu Frigon, qui est très connu, illustre personnage, comme il dit, auprès de sa famille, mais pas juste de sa famille. On le connaît bien dans le milieu. Alors, blague à part, Mathieu est chef de la direction de l'Association des transformateurs laitiers du Canada. Il est au sein de cette organisation-là depuis 2018. Son expérience au sein de l'industrie agroalimentaire est vraiment costaude et variée. Il a notamment évolué au cours de sa carrière comme analyste au service d'information, recherche parlementaire sur la scène fédérale, en plus d'avoir été également directeur adjoint politique et économie pour le compte des producteurs laitiers du Canada. Alors, petit dernier rappel rapide avant que je passe la parole à Mathieu. Ça fait quoi, 3 ans qu'on fait des webinaires de façon effrénée. Petit rappel de l'étiquette. Bon, on peut poser une question, on lève la main, on garde le micro fermé si c'est possible, s'il vous plaît. Et quand c'est votre tour de prendre la parole, vous pouvez ouvrir la caméra à votre discrétion si vous le souhaitez. Et donc, dans la fenêtre de clavardage, tout au long de la séance, vous pouvez inscrire vos questions et je ferai le lien auprès de Mathieu de vive voix lors de la période des questions. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre expert. Mathieu, on t'écoute. Merci, Guyane. Je vais partager mon écran. Vous me direz si vous voyez, moi je... C'est bon? Ça va très bien, Mathieu. Merci. Puis merci pour la belle présentation. J'aime bien la formule. Illustre personnage auprès de sa famille rapprochée. Comme l'a dit Guyane, aujourd'hui, je vais vous présenter pas mal dans le détail le code de conduite pour le secteur des produits d'épicerie, qui est une ébauche, une proposition qui a été développée par un comité directeur et épaulé par un comité de l'industrie. Guyane a déjà parlé des différentes sections. C'est une assez longue présentation. Je ne suis pas sûr que j'ai fait une... c'est probablement la plus longue présentation que j'ai développée, mais je vais quand même passer rapidement sur certaines diapos parce que j'ai voulu couvrir tous les aspects du code. Je voulais... Parce que sinon, tu peux dire « Ah, ben là, tu as oublié tel aspect, puis c'était important. » Fait qu'il y a quand même, je couvre tous les aspects du code, mais cela étant dit, même s'il y a beaucoup de diapos, il y en a certaines que je vais passer plus rapidement. Donc, rapidement, Guyane en a déjà parlé. Je vais tout d'abord fournir un contexte. Après ça, je vais parler du code, séparant en 3 sections, les principes directeurs, les paiements et les autres dispositions. Ensuite, le mécanisme de résolution des différends et finalement, les prochaines étapes. Puis, je vais aussi faire une autocritique à la fin là, sur le code, donc en guise de conclusion. Donc, le contexte. Il y a une équipe de création du code qui est composée de 10 associations, incluant l'Association des transformateurs laitiers du Canada, dont je fais partie. Donc, je fais partie de ce qu'on l'équipe de création l'appelle aussi comité directeur. Ce comité directeur-là est épaulé par un comité de l'industrie. Le représentant du secteur laitier pour le comité de l'industrie, c'est Mark Taylor, le PDG de Lactalis Canada. Donc, ces 2 comités-là ont travaillé à développer non seulement le code de conduite, là, mais le mécanisme de résolution des différends. En fait, tout ce que je vais passer à travers, c'est vraiment l'œuvre de ces 2 comités-là. C'est important de mentionner que c'est un code qui est développé de l'industrie, par l'industrie, pour l'industrie. Le gouvernement est présent comme facilitateur. Il n'est pas présent aux réunions de ces 2 comités-là, mais il a embauché le facilitateur qui préside les réunions. Donc, le gouvernement est quand même présent, là, même s'il n'est pas présent directement aux réunions. On a des comptes rendus à faire au gouvernement, là, des rapports d'étape qui sont faits là, assez régulièrement. C'est un résultat négocié entre les détaillants et les fournisseurs, ce que je vais présenter. Donc, je dirais que tout le monde en a laissé sur la table. Probablement que si vous m'aviez demandé là, 2 ans, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le code, l'Association des transformateurs laitiers, est-ce que je voulais une solution négociée à ce moment-là? Il y a 2 ans, j'aurais probablement dit non, parce que qui dit solution négociée dit compromis.
J'aurais probablement préféré que ce soit un code imposé par le gouvernement, mais c'était un processus qui a été... il y a eu un rapport des gouvernements, puis c'est les gouvernements qui ont proposé un processus d'industrie. Donc, on est embarqué là-dedans pleinement. Donc, mais c'est important de garder ça à l'esprit, que ça demeure une solution, une proposition négociée. Et aussi, le code, c'est des principes plutôt que des dispositions prescriptives. Le code n'essaie pas de prévoir toutes les situations et tous les types de frais possibles. C'est pour ça que des fois, et je les ai mis en caractère gras dans la présentation, des fois, il y a des mots qui portent à interprétation, mais c'est voulu ainsi, puis je vais en dire, je vais en parler plus longuement après, vers la fin de la présentation. Là, toujours sur le contexte, l'objectif, c'est un code obligatoire et exécutoire. Ça demeure. Un code unique aussi, on ne voulait pas un code, c'est de juridiction provinciale des contrats entre fournisseurs et détaillants. Mais on ne voulait certainement pas se retrouver avec 10 codes différents au Canada. Donc, il faut que le code soit unique, le même code d'un océan à l'autre. Inclusif et réciproque, couvre producteurs primaires, transformateurs, grossistes et détaillants. Tous des vendeurs ou acheteurs de produits d'épicerie. Donc, quand on parle de producteurs primaires, ce n'est pas des producteurs de lait parce qu'ils ne vendent pas directement aux épiceries. On parle davantage, par exemple, des producteurs de fruits et légumes. Satisfaire aux besoins des PME de la chaîne de valeur, ça aussi, ça avait été mentionné dans le rapport des ministres il y a 2 ans. Donc, ça, c'était important. Et il fallait aussi que ce soit accompagné d'un processus de règlement des différends. On a vu des codes dans d'autres pays qui est simplement un code. Il n'y a pas vraiment de processus efficace de règlement des différends. Puis on voit que le code, à ce moment-là, est peu utilisé. Puis c'est un scénario qu'on voulait absolument éviter. Donc, le processus, la structure de règlement des différends est probablement aussi importante que le code lui-même. Toujours sur le contexte, donc le code, ce n'est pas juste un document là, avec des règles. C'est un ensemble intégré d'éléments. Évidemment, il y a le code lui-même, le document, mais il y a aussi, comme je viens de le mentionner, le processus, la structure pour régler les litiges. Il y a aussi ça va être qui les partenaires de l'industrie qui vont faire partie, par exemple, du conseil d'administration de cette organisation-là pour régler, parce que ça prend un bureau pour superviser le code, le modifier, régler les litiges. Donc, ça prend des partenaires. Et finalement, il y a les principes, puis ça, dans les prochaines diapos, je vais couvrir ça, les grands principes du code. Donc, les principes directeurs, le code, il peut être séparé entre les dispositions spécifiques et les principes directeurs. Puis dans les prochaines diapos, je vais parler justement de ces principes directeurs-là. Les objectifs du code proposé, encore là, je le rappelle, c'est un code proposé. Il y a une période de consultation. Donc, c'est toujours une ébauche. Les objectifs qui sont inclus au code, c'est contribuer à la prospérité du secteur des produits d'épicerie et compléter les réalités uniques auxquelles sont confrontées les petites et moyennes entreprises. Promouvoir la confiance réciproque et la collaboration entre les partenaires de la chaîne de valeur. Permettre à toutes les parties de prendre des décisions commerciales éclairées et finalement prévoir un mécanisme efficace et équitable de résolution des litiges commerciaux. Les principes, encore là, inclus au code, le respect du code s'applique à tout le monde. Il ne limite pas, il ne vient pas substituer à la loi sur la concurrence ou à toute autre loi fédérale ou provinciale. Transparence et certitude dans les transactions commerciales. Un traitement équitable dans l'ensemble de la chaîne de valeur, encore là, résolution rapide des litiges et simplicité dans les règles énoncées et équité en opposition à la complexité inutile. Ça c'est lié au fait ce que je disais plus tôt.
On a voulu davantage élaborer des principes que de prévoir toutes les situations possibles et imaginables et d'avoir un code qui est d'une complexité là, qui pourrait s'échelonner sur probablement des centaines de pages. C'est certainement pas ce qu'on voulait. Puis là-dessus, on a voulu certainement s'inspirer du code au Royaume-Uni, qui est également basé sur des principes. Puis comme vous le voyez, ces principes-là, ces objectifs-là adressent directement les enjeux qu'on a vécus dans la chaîne d'approvisionnement. Le manque de confiance, le manque de transparence, le manque de certitude contractuelle. Donc, c'est toutes des choses qui ont fait défaut, qui ont été des problèmes assurément dans les dernières années, encore plus particulièrement dans les dernières années. Puis c'est tous des choses que le code vise à résoudre. Règles commerciales, ce que j'appelle l'article 1 du code, commerce équitable et éthique et interdiction d'actes punitifs et vexatoires. Puis je dirais que cet article 1-là est très, très important parce que quand va venir le temps d'appliquer le code, probablement que les clauses spécifiques, je vais passer à travers plus tard, dans la présentation, vont toujours être regardées à la lumière de cet article 1-là et des objectifs et des principes du code. Donc, je dirais, c'est comme les clauses mères du code, donc sont très, très. Donc, objectifs, principes et l'article 1, là, je les appelle les clauses mères du code parce que c'est des principes directeurs. Donc, commerce équitable et éthique et interdiction d'actes punitifs ou vexatoires. Obligation de négocier de bonne foi et de mener les affaires dans un esprit d'équité et d'éthique. Obligation également de négocier, conclure des accords par consentement mutuel. Il y a également interdiction de modifier unilatéralement les contrats. Il y a possibilité de modifier un contrat de manière prospective ou rétroactive à condition que l'accord le prévoit. Puis là, je vais y faire référence plus tard, c'est peut-être une critique. Oui, mais on peut tout écrire dans un contrat, mais il faut toujours se ramener à l'article 1 et au principe. Il faut que ça soit négocié de bonne foi et il faut que ça soit fait par consentement mutuel. Les accords commerciaux avec dans le cas qui nous occupe pour les transformateurs laitiers avec les détaillants, forte recommandation d'établir des accords écrits. Pourquoi ce n'est pas une obligation? C'est que même les détaillants, autant les transformateurs laitiers que les détaillants, on voulait l'obligation d'accords écrits. Par contre, il y a des producteurs de fruits et légumes que souvent, ce n'est pas nécessairement toujours fait de façon écrite. Donc, c'est pour ça que ça demeure une forte recommandation dans le code. Parce que si, je vais en parler tantôt, s'il y a un litige et que ça se ramasse au bureau du surintendant qui va justement régler les litiges, bien, à ce moment-là, la preuve écrite va être excessivement importante. Donc, c'est pour ça que c'est fortement recommandé et que ces preuves écrites-là couvrent toutes les conditions générales de la relation commerciale entre le fournisseur et détaillant. Les parties ne peuvent pas refuser de conclure un accord commercial écrit. Là, il manque peut-être un mot à la phrase, donc c'est important de le mentionner. Là, si une des parties dirait « ben non, j'aime mieux que ça demeure verbal », mais une autre partie dit « je veux que ça soit écrit », bien ça demeure écrit. L'accord peut prendre différentes formes. L'accord écrit, contrat, facture, bon de commande. Il doit être rédigé de manière claire et non ambiguë en anglais et ou en français. Et ça, c'est important de le mentionner. Là, il y a une clause anti-contournement. Ce n'est pas possible, selon le code proposé, de concevoir un super contrat qui va... Tout va être écrit, tout va être libellé dans le contrat, mais il va être conçu expressément pour contourner les clauses du code. Donc, il y a un article là-dessus dans
dans le code proposé. Maintenant, si je vais dans... Donc, j'ai terminé avec les principes directeurs. Maintenant, je vais aller dans ce que j'appelle les clauses spécifiques du code. Tout d'abord, en commençant par les paiements. Les paiements, ça couvre tout. Là. Ça couvre autant les paiements pour les marchandises que les frais, les déductions, etc. On appelle tout que ce soit les pénalités, déductions, frais arbitraires, paiement pour les marchandises. Là, on recouvre tous ces termes-là sous la notion de paiement, comme le fait le Code au Royaume-Uni. Donc, au niveau du calendrier des paiements, les paiements doivent, le contrat doit stipuler quand les paiements vont être faits du détaillant au fournisseur dans l'accord écrit. En l'absence d'accord écrit, le paiement doit être effectué dans un délai raisonnable à partir de la date inscrite sur la facture. Il est évidemment fortement recommandé de définir les conditions de paiement par un accord écrit. Toute facture contestée doit être soumise à la procédure de règlement des litiges interne. Ça, je vais y revenir là-dessus, parce qu'il va y avoir une personne habilitée chez chacun des parties, autant fournisseur que détaillant, auxquels les parties peuvent se référer en cas de litige. Paiement pour un programme défini dans un accord. Ça, c'est les fameux frais liés là, au programme, par exemple le stockage, le référencement, la promotion, les coûts de commercialisation, les invendus, les pertes. Donc, tous ces frais-là, ce type de paiement-là, doit être payé selon les conditions de paiement convenues. C'est important de mentionner que la justification de ces frais-là doit être raisonnable, suffisamment détaillée et sous une forme qui peuvent être compris par le parti, en l'occurrence le fournisseur, afin qu'ils puissent être vérifiés. Donc, permettre la vérification. Comme j'ai dit, je mets des caractères gras parce que je vais y revenir à la fin de la présentation, parce que c'est une critique qu'on pourrait formuler. Ouais, des choix de mots comme raisonnable, c'est quoi ça? Mais il y a une raison à ça, puis je vais y revenir à la fin. Et il est important de mentionner que l'autre partie a le droit de contester les frais dans un délai applicable prévu par l'accord et recourir à une procédure interne de résolution des litiges, ce que je mentionnais. Procédure interne, donc c'est interne aux parties, là, avant d'amener. Évidemment, si les parties ne sont pas capables de s'entendre, à ce moment-là, ça peut aller à l'externe, c'est-à-dire aller au bureau du surintendant. Les paiements, ce que j'appelle arbitraires là, ou ad hoc, pour non-respect des conditions d'un accord, oui, les parties peuvent facturer des frais de non-conformité si l'accord, encore, là, le contrat écrit lui en donne des droits et définit le cadre spécifique de cette facturation-là. Si l'accord, ce n'est pas spécifié dans l'accord, la partie qui facture doit fournir un préavis raisonnable, une justification raisonnable, et permettre à l'autre partie de contester l'imputation dans le délai applicable. Et en cas de contestation, le détaillant ne pourra pas déduire la somme contestée du compte commercial du fournisseur jusqu'à la résolution du différend. Paiement à la suite d'audit, les parties doivent négocier le délai dans lequel elles peuvent demander des paiements au titre de droit d'audit avec un niveau de détail à fournir. Le délai ne peut pas dépasser 24 mois, sauf pour des actions, évidemment, qui sont basées sur de la fraude ou une fausse déclaration intentionnelle. Et en cas de frais importants après l'audit, les parties doivent travailler pour convenir de conditions de paiement acceptables. Paiement pour l'alignement des prix, ça, c'est ce qu'on appelle aussi protection des profits. C'est une pratique, en fait, qui est probablement fortement découragée par le Bureau de la concurrence, donc qui n'est pas interdite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une interdiction absolue sur cette pratique-là. Donc, on a utilisé le mot découragé, mais parce que le rendre illégal alors que le Bureau de la concurrence ne le fait pas, c'était probablement délicat. Donc, on a utilisé
le mot décourager, mais c'est certainement quelque chose que, en tout cas, mon association va davantage fouiller avec le Bureau de la concurrence. C'est quoi, en fait, le statut de ce genre de politique-là des détaillants? Là? Puis, juste pour donner du contexte, politique d'alignement des prix, c'est une politique où automatiquement, un détaillant exige le prix le plus bas. Et s'il se rend compte qu'il y a un prix moindre chez un détaillant concurrent, bien, automatiquement, il facture le fournisseur pour la différence de prix entre le prix de son concurrent et le prix que lui vend. Ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une politique d'alignement des prix, protection des profits. Pourquoi le Bureau de la concurrence ne voit pas du tout d'un bon œil cette pratique-là, et le Code non plus, d'ailleurs? C'est parce qu'évidemment, ça peut réduire la compétition. Parce que le fournisseur peut se dire, bien là, je ne fournirai pas de produits en solde à tel autre client, à tel autre détaillant, parce que j'ai une entente avec tel détaillant qui dit que je dois le compenser automatiquement si mon produit, le prix du détail de mon produit se retrouve moins cher chez un détaillant concurrent. Donc, il y a un aspect négatif évident sur la concurrence sur le marché. C'est pour ça que c'est une politique qui est découragée par le Bureau de la concurrence et aussi par le Code qu'on a développé. Paiement pour les plaintes des consommateurs. Un détaillant peut facturer des frais à un fournisseur pour la résolution des plaintes des consommateurs. Encore là, il faut que ça soit prévu dans l'accord écrit. Mais il faut que le détaillant prouve que la plainte du consommateur est justifiée et attribuable à une négligence, une violation de l'accord ou de la loi par le fournisseur. Le paiement peut être raisonnablement lié aux coûts et dépenses du détaillant et découle de la plainte en question. Ici, ça devrait probablement lire le paiement doit être raisonnablement lié aux coûts et dépenses du détaillant et découler de la plainte en question. Donc, ça ne peut pas être simplement des coûts là, arbitraires, ça doit être lié aux dépenses encourues par le détaillant. Donc, les sections sur les paiements est terminées. Maintenant, c'est les autres dispositions du Code. Évidemment, les sections sur les paiements, c'est une partie importante du Code, mais il y a aussi d'autres dispositions qui sont quand même très importantes. Tout d'abord, modification à la chaîne d'approvisionnement. Encore là, une décision des détaillants pour modifier la chaîne d'approvisionnement. Oui, sont autorisées ces modifications-là sous réserve de conditions raisonnables. Préavis écrit doit être raisonnable pour un changement important qui génère un chamboulement là, pour le fournisseur. Et il doit y avoir un accord sur l'atténuation ou la compensation des implications financières, le cas échéant, pour un changement qui est très important. Vente liée de biens ou de services de tiers, ça, c'est un cas où le détaillant exige que le fournisseur achète des produits. Si tu veux me parler. Mathieu? Oui? J'avais une question pour toi avant, je peux-tu? Oui, vas-y. Peux-tu reculer sur la diapo précédente, celle-là, modification de la chaîne d'approvisionnement? Pour ma compréhension, c'est-tu un exemple? C'est quoi les modifications de la chaîne d'approvisionnement? Qu'est-ce que ça veut dire? Si le détaillant impose des nouvelles conditions en termes de livraison ou de la façon que le produit doit être livré, qui génère des coûts pour le fournisseur de façon importante, ben, c'est des exemples là, à la modification de la chaîne d'approvisionnement. OK, merci. Pour revenir, vente liée de biens ou de services de tiers, parfois le détaillant va exiger que le fournisseur achète des biens, services ou propriétés d'une compagnie qui peut être liée au détaillant ou ne pas être liée, mais qui oblige le fournisseur à acheter ces biens, services ou propriétés-là d'un fournisseur spécifique. Dans ce cas-là, le Code couvre aussi cet aspect-là.
la source des biens, services fourniers doit répondre à des normes raisonnables et être fournie à un coût compétitif et raisonnable. Parce que si le détaillant dit, bien, écoutez, il faut absolument que vous achetez ce genre de bien-là à tel fournisseur, mais c'est un prix exorbitant par rapport à ce que d'autres fournisseurs peuvent servir, bien, à ce moment-là, ce n'est pas raisonnable. S'il exige vraiment le détaillant, que ce soit tel fournisseur spécifique-là qui fournisse ces biens, bien, la source doit être unique, spécialisée et exclusive, et donc de ne pas être disponible de manière comparable par une autre partie. Par exemple, là, je dis des choses probablement complètement fictives, mais il faut absolument que tu t'approvisionnes en palette, par exemple, à tel fournisseur. OK, mais j'ai un autre fournisseur qui peut me fournir des palettes similaires, à moindre coût. Pourquoi je devrais m'approvisionner à tel fournisseur? Bien, ça, c'est un exemple, ça ne serait pas raisonnable parce que une palette qui est similaire, disponible à moindre coût, l'est ailleurs, donc ça contreviendrait au code tel qu'il est écrit. La seule façon qu'il peut le faire, le détaillant, ce serait s'il montre que c'est vraiment un produit unique, spécialisé, qui n'est pas disponible chez un autre fournisseur. Le même bien n'est pas disponible sur un autre fournisseur, c'est-à-dire un bien avec des caractéristiques similaires. Prévision, commande et répartition de l'offre de bonne foi. Encore là, j'ai mis de bonne foi et raisonnable en caractère gras. Ça, c'est prévision et commande doivent être faits de bonne foi et en consultation avec le fournisseur. Évidemment, le fournisseur n'est pas obligé d'accepter une commande, puis il n'y a pas d'amende si la commande n'est pas acceptée. Il doit y avoir une collaboration raisonnable pour atténuer les conséquences financières en cas de commande inférieure aux prévisions. Puis, il est important de mentionner que le détaillant ne peut pas imposer des frais lorsque sa commande est bien au-delà des prévisions. Donc, les prévisions prennent une nouvelle dimension qui est beaucoup plus importante. En ce moment, il y a des prévisions qui sont faites, du moins avec les plus grands fournisseurs, les plus grands transformateurs. Mais souvent, si la commande est 20 plus haute que les prévisions et le fournisseur ne peut pas remplir la commande, il y a automatiquement des frais qui sont imposés. Ce que le code fait, c'est qu'il établit un lien entre la prévision et la commande. Donc, les commandes doivent tenir compte des prévisions. Puis, finalement, lorsque le produit, on l'a vu pendant la pandémie, lorsque la demande d'un produit est plus grande que l'offre, les fournisseurs prendront en considération toutes les demandes existantes. Je pense qu'on l'a vu pendant la pandémie. Certains produits qui étaient très, très en demande, évidemment, tous les détaillants en voulaient le plus possible, puis ils imposaient des frais. Puis certains produits étaient évidemment en pénurie, puis les détaillants imposaient des pénalités parce qu'ils n'étaient pas capables les fournisseurs n'étaient évidemment pas capables de remplir des commandes, ou bien certains détaillants exigeaient que leurs commandes soient traitées en priorité. Donc, le code cherche à éliminer cette pratique-là, de dire en cas où la demande d'un produit est beaucoup plus grande que l'offre, bien, le fournisseur va prendre en considération toutes les commandes existantes. Il ne pourra pas dire ah ben, je vais te prioriser toi, mais ce qui va me forcer à payer des pénalités avec les autres détaillants. Parce que je pense qu'il est arrivé des cas où le détaillant exigeait qu'il soit traité en priorité absolue, donc que sa commande soit remplie. Ça a assurément causé des problèmes pour les fournisseurs. Mathieu, j'avais une question par rapport à ça, si je peux me permettre. Au niveau des prévisions, puis l'établissement des prévisions en soi, là, y a-t-il quelque chose qui encadre ça? Parce que nous, ça arrive parfois que le détaillant, il veut même pas fournir des prévisions. Parfois, c'est comme c'est à vous de les faire. Là. C'est vous connaissez la business, faites-les vous-même. Là. Y a-t-il quelque chose qui encadre, en fait, l'établissement des prévisions en premier lieu?
Non, pas comme tel. Par contre, en l'absence de prévision, soudainement, s'il y a des commandes qui sont faites et qui sont refusées par le fournisseur, le fournisseur n'est pas obligé d'accepter la commande. Puis il ne peut pas avoir d'amende si la commande n'est pas acceptée. C'est pour ça que la prévision prend une nouvelle importance là, dans le contexte du code. Là. Fait que reste à voir si ça va changer cette pratique-là, là, où ce que le détaillant, là, ce à quoi tu fais référence, Elia, de dire, ben non, on ne se bordera même pas à faire des prévisions, ça ne nous intéresse pas. Là, parce que une commande, ce n'est pas une prévision. Fait que de dire, j'ai fait une commande, elle n'a pas été remplie, je t'impose automatiquement des amendes, non. Particulièrement dans un contexte où la commande n'a pas été acceptée par le fournisseur. Donc, on espère que ça va changer ça, puis de mettre une nouvelle importance aux prévisions. Non seulement dans le cas où que les prévisions ne sont pas faites, mais même dans le cas où qui sont faites, comme je le disais, des fois, il n'y a aucun lien entre la prévision et la commande. Là, puis le code cherche à rétablir ce lien-là. Et puis si la prévision serait, disons à l'inverse, là, je fais l'avocat du diable un peu, là. Si le fournisseur, pour se couvrir, le détaillant, il va envoyer des prévisions qui sont beaucoup plus hautes que le besoin réel, juste pour s'assurer que ces commandes vont être remplies. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui pourrait qui en fait, en dessous, je ne sais pas, il commande beaucoup en dessous des prévisions, en fait. Donc, oui, il y a une clause là-dessus dans le code. Là, il faudrait que je retourne au code pour connaître les mots exacts, là, mais collaboration raisonnable pourrait atténuer les conséquences financières en cas de commande inférieure aux prévisions. Là. Je pense que je fais référence à un cause qui met des prévisions très, très élevées, puis au final, il commande 30 de moins. Oui, il y a une clause qui est prévue là-dessus dans le code. Là. OK, merci. Pour gérer les conséquences financières pour le fournisseur. Puis je dirais, là, cette clause-là sur les prévisions, les commandes, c'était la dernière clause en suspens. Pour revenir, c'est un élément négocié. Il y a eu beaucoup de résistance à ça, de faire le lien entre les prévisions et les commandes. Mais finalement, on a réussi à s'entendre. C'est toujours un code proposant. J'anticipe peut-être qu'il va y avoir plusieurs commentaires sur cet aspect-là, là, mais c'était le dernier point en suspens lors des négociations. Mathieu, justement par rapport à ces prévisions-là, si je fais le chemin ce que Talia disait, est-ce que dans l'établissement des prévisions, ces prévisions-là vont être établies strictement par le détaillant ou il va y avoir une certaine forme de discussion entre le détaillant et le fournisseur sur l'établissement de ces prévisions-là? Ça doit être fait en consultation avec le fournisseur, selon le code. Donc, ça ne peut pas être simplement dire le détaillant, voici les prévisions. Donc, ça doit être fait en consultation avec le fournisseur. Ça veut dire que conceptuellement parlant, le code prévoit que les détaillants et le fournisseur doivent s'entendre sur les prévisions de vente. Doivent s'entendre, doivent le faire en consultation. Là. Puis c'est pour ça que ça demeure au niveau des principes. Si le fournisseur, le détaillant dirait voici les prévisions, on t'a consulté, là, on te l'a envoyé par fax. Là, ultimement, si ça se ramasse devant le bureau du surintendant, est-ce qu'effectivement le fournisseur a été consulté? Mais envoyer ça puis mettre le fournisseur devant le fait accompli, mais ce n'est pas une consultation. Là. C'est certainement pas des prévisions de bonne foi. Là. Modification des coûts. Le code ne cherche pas du tout à réglementer le prix des produits. Là. Pas du tout. Par contre, quand vient le temps de négociation
il y a évidemment des négociations de coûts et acceptation-refus des propositions relatives aux coûts. C'était probablement davantage des détaillants qui voulaient ça, mais nous autres aussi, on voulait ajouter des délais d'acceptation et de rejet. Donc, évidemment, il faut que ça soit clair. Est-ce que le coût l'augmentation de coût est acceptée ou refusée? Et il faut que le niveau d'avis et d'information soit défini dans l'accord, y compris les délais d'acceptation de rejet. Donc, je pense que c'est un problème particulier dans le secteur laitier. Ce n'est pas défini dans l'accord. Donc, il y a des détaillants qui vont prendre plusieurs mois, bien au-delà du 1er février, là, qui est la période traditionnelle d'augmentation des coûts dans le secteur laitier, pour répondre là, à une demande d'augmentation des coûts. Donc, les délais d'acceptation de rejet doivent être prévus dans l'accord. Ça, c'était quelque chose qui était important pour les fournisseurs, surtout dans le secteur laitier, où souvent le détaillant est parfois difficile à rejoindre dans cette période-là, là, quand vient le temps d'avoir une réponse ou même un engagement verbal, une discussion au sujet des... Donc, ça réglemente, ça encadre l'augmentation des coûts, mais ça ne vise certainement pas à réglementer quel type de coût ou le niveau des prix. Là. Ça n'a jamais été ça l'objectif d'un code de conduite. L'obligation relative au retrait de la liste, ce qu'on appelle en anglais le delisting, il faut qu'il y ait un préavis raisonnable de l'intention de retirer un ou plusieurs produits. La possibilité de discuter des motifs de la décision avec un représentant qui est habilité à prendre des décisions. Et gestion équitable de l'épuisement et de l'approvisionnement et des questions connexes. Donc, ça revient là, à la personne, un représentant habilité à prendre des décisions. Là, des fois, on l'a lu, le fournisseur apprenait en allant à ses tablettes d'épicerie que son produit était discontinué. Mais le code vise à résoudre ce problème-là en prévoyant un préavis raisonnable sur l'intention de délisting. Protection des informations confidentielles, encore là, très applicable dans le secteur laitier, respect de la propriété intellectuelle, non-divulgation d'informations confidentielles, évidemment, sauf si la loi l'exige ou sous réserve d'un accord entre les parties. L'utilisation des informations confidentielles uniquement pour la finalité pour laquelle elles ont été divulguées. Donc, ça prend un accord entre les parties, encore là. Forte préférence, forte recommandation, que ce soit un accord écrit. Donc, par exemple, par écrit, il faudrait que l'accord prévoie que le fournisseur va fournir tel type d'informations confidentielles, puis le fournisseur a toujours la possibilité de refuser. Donc, ça prend absolument un accord entre les parties là, pour qu'il y ait des informations de ce type-là qui sont divulguées à l'autre partie. Circonstances exceptionnelles et forces majeures, là, un peu comme on a vu dans le contexte de la pandémie, encouragement à négocier des dispositions claires sur la manière de répondre au cas de circonstances exceptionnelles et d'informer rapidement les partenaires concernés en cas de situation empêchant de se quitter de ses responsabilités de part et d'autre, que ce soit le détaillant qui ne soit pas en mesure de passer des commandes ou bien l'inverse, que le fournisseur, il se passe quelque chose à l'usine, qui ne soit pas en mesure de remplir des commandes. Devoir de participation et d'information du personnel. Donc, il faut que le personnel soit au courant du code et de toutes les questions relatives au code. À quelques reprises dans la présentation, j'ai mentionné la procédure interne. C'est à ça que je faisais référence. Donc, il faut qu'il y ait un représentant habilité à prendre des décisions pour les questions relatives au code, autant chez le fournisseur que chez le détaillant. Et il faut que les cadres supérieurs, les équipes commerciales soient formées et sensibilisées au code parce que
c'est une chose d'avoir le PDG et dire oui, ben, on va respecter le code. Si les équipes commerciales, les acheteurs ne sont pas du tout au courant des dispositions du code, ben, à ce moment-là, son efficacité va être extrêmement limitée. Donc, c'est pour ça qu'une telle clause est prévue au code de conduite. Finalement, résolution des litiges. Si une partie estime raisonnablement qu'il y a eu un manquement aux dispositions du code, et la première étape, c'est de tenter de bonne foi de résoudre tout différend avec l'autre partie, donc entre le fournisseur et le détaillant, elle peut engager un processus de résolution des litiges. Tout mécanisme de résolution des litiges doit tenir compte de tout accord de préférence écrit entre les parties. Donc, je reviens toujours à ça. Un accord négocié, donc qui a été fait par consentement mutuel. Il y a une obligation de négocier. Dans le cas d'un litige, ben, ça va être précisément cet accord-là qui va être évidemment pas la seule, mais qui va être une pièce à conviction là, pour voir si les parties ont respecté l'accord écrit. Et est-ce que l'accord a été négocié de bonne foi et par consentement mutuel? Ça complète, comme je disais, c'est pratiquement toutes les clauses. J'ai voulu couvrir toutes les clauses du code de conduite. Donc, ça complète le survol des clauses du code de conduite. Maintenant, comme je le disais, un aspect qui est probablement aussi important que le code comme tel, c'est la gouvernance du code et le bureau du surintendant. Donc, on va établir, d'abord, la séquence d'événements, c'est qu'on le mois de mai, c'est le mois de consultation sur le code proposé, sur l'ébauche de code. Ensuite de ça, ça va être de finaliser le code et par après d'établir le bureau du surintendant du secteur des produits d'épicerie, le BSSP. Ce serait une organisation qui va être basée sur le membership, constituée en vertu de la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Il va y avoir 6 catégories de membres là, représentant les producteurs primaires, les PME, les grands manufacturiers fournisseurs, les grossistes distributeurs, détaillants indépendants et finalement les grands détaillants. En tout, il va y avoir 12 directeurs élus pour un mandat de 2 ans, jusqu'à 6 années consécutives sur le conseil d'administration. Un observateur sans droit de vote va représenter les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéraux, qui, comme on sait, sont très impliqués. Même s'ils ne sont pas sur le comité comme tel, il y a des rapports d'étape qui sont fournis au gouvernement provincial et fédéral là, à tous les quelques mois. Principe de fonctionnement et rôle du BSSP, c'est tout d'abord objectivité. Il y a évidemment un devoir d'impartialité du surintendant. Je m'excuse, Mathieu. Oui? On a une question de Luc Boivin pour toi. Oui. Mathieu, la définition des PME, c'est quoi? Hein? Dans un tout autre contexte, Luc, on a la même question. Je crains que ma réponse ne sera pas aussi claire. On ne l'a pas encore déterminé. Est-ce qu'on va y aller sur le nombre de les ventes, le nombre d'employés? Je pense que je devrais vérifier. L'Agriculture Canada utilise 300 employés, si je ne me trompe pas, pour les PME. Ça pourrait être dans ces eaux-là. Mais ça reste à déterminer. L'autre question que j'ai pour toi, est-ce que le bilinguisme va faire partie de l'opération de la composition de cette OSBL-là? Assurément, les 2 langues officielles, oui. Parfait, merci. Ouais. D'ailleurs, c'est moi qui ai traduit. Il n'y avait pas de. C'est des noms beaucoup plus longs en français. Il n'y avait pas de traduction évidente. En anglais, c'est Grocery Code Adjudicator Office, GCAO, mais la traduction du mot grocery en français pose problème. Donc, c'est plus long en français. Le bureau du surintendant du secteur des produits d'épicerie, parce que ça ne couvre pas seulement les aliments. C'est important de dire produits d'épicerie parce que ça va au-delà des aliments aussi. C'est des produits qu'on trouve traditionnellement dans une épicerie.
Donc, pour revenir au principe de fonctionnement et rôle du BSSP, l'efficacité, donc, je passe à travers les objectifs du code tantôt. Donc, il faut atteindre, le rôle, ça va évidemment d'atteindre les objectifs qui sont recherchés par le code. Donc, ça va être le rôle du BSSP. Proactivité, intercepter les manquements sans délai. On ne veut pas on le sait que notamment les processus au bureau de la concurrence, ça peut prendre des années et des années. C'est précisément ça qu'on ne voulait pas. Et finalement, de l'efficience, une structure agile et souple. Là, on ne veut pas une bureaucratie avec un paquet de tracasseries administratives. Là, on veut une petite structure qui est agile et souple. Le rôle du BSSP, c'est formation et éducation des membres. Ça va être un volet très important. Tantôt, je mentionnais que si c'est juste les PDG qui disent ouais, on l'aime beaucoup le code, puis on va le respecter, mais que leurs équipes respectives ne sont pas au courant, ben ça va faire chou blanc le code. Là. Donc, c'est important ça va être un rôle très important du BSSP, c'est de fournir, d'éduquer, de former les membres et leur équipe commerciale, là, pas seulement l'équipe de la haute direction et les PDG. Rapport et imputabilité aux membres, là, comme toute bonne organisation sans but lucratif. Il va y avoir un rapport annuel qui va passer, qui va faire une revue des activités du BSSP dans l'année, et notamment des comportements problématiques qui ont été résolus ou qui sont en cours de résolution. Le BSSP va aussi faire la gestion des processus de résolution de conflits et aussi faire l'évaluation des enjeux et assurer la conformité par le biais de divers outils, incluant des sanctions. On n'a pas défini les sanctions encore. On a eu beaucoup de pourparlers là-dessus, mais assurément, il y a diverses sanctions qui peuvent être envisagées. Il y a un peu, comme ils font au Royaume-Uni, name and shame là, dans le rapport annuel, c'est-à-dire ils font un peu un classement des meilleurs détaillants. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait regarder. Mais les sanctions, tout ça pour dire, les sanctions n'ont pas été définies précisément. Également, le rôle du BSSP de maintien d'un code adapté et pertinent. Le marché évolue, il faut que le code évolue, il faut que le bureau du surintendant évolue également. Membership dans le BSSP va être initialement volontaire afin de permettre une mise en œuvre sans délai, donc sans attendre la réglementation gouvernementale. L'objectif, toutefois, demeure un code obligatoire exécutoire, c'est-à-dire, surtout pour les grandes entreprises, là, que tout le monde participe. Si un des 5 grands détaillants qui ne participent pas, là, ben, ça ne fonctionnera pas. Là, je vais passer, donc, ça termine la partie gouvernance là, du code. Je vais passer à quelques critiques qu'on pourrait formuler, là, autant sur la gouvernance du code que sur le code lui-même, peut-être pour prévenir certaines questions qu'on pourrait avoir, mais toujours est-il, une critique qu'on pourrait formuler, c'est un code avec très peu d'interdictions au niveau des pratiques déloyales, puis qui est rempli de buzzwords, là, comme on dit en anglais, là, des buzzwords comme équitable, de bonne foi, raisonnable. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises pendant la présentation, c'est voulu ainsi. Puis le modèle du Royaume-Uni est aussi comme ça. Ça va être le rôle du BSSP de donner une signification à ces mots-là. Puis cette signification-là va dépendre des circonstances propres à chaque situation. Le code est basé sur des principes. Si on donnait une signification précise à ces mots-là, on sortirait d'un cadre souple en faveur d'un code rigide et prescriptif, et probablement que le code aurait des centaines de pages parce qu'il faudrait prévoir chaque situation. OK, que veut dire dans telle situation équitable? Que veut dire dans telle situation de bonne foi? Même chose pour raisonnable. Comme Mark Taylor dit souvent, la meilleure façon de voir ces termes-là, équitable, de bonne foi, raisonnable,
c'est le test de l'homme et la femme de la rue. C'est-à-dire, s'il y a une situation qui arrive, un problème entre un fournisseur et un détaillant, une personne, là, qu'est-ce que dicterait le gros bon sens? Donc, pour cette situation particulière-là. Donc, est-ce qu'on veut donner vraiment une définition? Non, parce que ça dépend probablement de chaque situation. Une autre critique, les grandes chaînes vont continuer d'imposer ce qu'elles veulent à travers des contrats. Au final, ça ne changera rien. Puis là, je vous ramènerai aux principes, parce que les principes sont importants. Obligation de négocier entre les parties de bonne foi et de mener leurs affaires dans un esprit d'équité et d'éthique. Ça, c'est les mots exacts du Code. Obligation de négocier et de conclure des accords par consentement mutuel, encore là. C'est les mots du Code. Imposer, ce n'est pas négocier. Puis je crois que les fournisseurs vont aussi avoir un rôle là-dedans à jouer. C'est sûr que changer la culture de l'industrie, je ne me fais pas d'illusions, ça va prendre probablement des années. Mais tous les maillons de la chaîne vont avoir un rôle à jouer là-dedans, y compris les fournisseurs. Le changement, surtout quand on parle d'un changement de culture, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, mais il faut que tout le monde y participe. Puis ça va être important, là, autant au niveau des détaillants que des fournisseurs. Finalement, une troisième critique, il peut y en avoir d'autres. C'est un code volontaire, personne ne va participer. Je répondrai à ça, l'échec d'un modèle volontaire. Puis là, pour revenir aux raisons pourquoi c'est volontaire, c'est qu'on ne voulait pas attendre les règlements ou la législation gouvernementale pour procéder. Si on avait dit, bon, on a un beau code, maintenant on attend les règlements provinciaux ou le règlement fédéral, bien, on aurait été probablement des années à attendre, puis on veut que le code soit mis en œuvre le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est la raison pour qu'on procède avec un code volontaire. Puis, s'il y en a qui disent, ah, bien, c'est volontaire, je ne participerai pas, je répondrai à ça que l'échec d'un mode volontaire va probablement accélérer le développement des mesures législatives qui va forcer la participation dans le BSSP, par exemple, rendre le membership obligatoire dans le BSSP, du moins pour les grandes entreprises. Donc, je dirais que c'est un pensez-y bien là, pour des détaillants. Ils peuvent prendre la décision, regarde, on ne participe pas, nous autres. Là, oubliez ça. Mais il faut qu'ils y pensent parce que le calcul, si c'est leur calcul de dire ben, on est mieux de ne pas participer à ça, ben, pour moi, ça va renforcer le momentum pour avoir des mesures législatives qui vont rendre le membership dans le BSSP obligatoire. Puis le membership obligatoire, ben, en fait, on pourrait dire que le CLQ est un exemple, mais il y a aussi un exemple au niveau fédéral. Il y a un code pour les fruits et légumes. Et le membership est obligatoire par règlement fédéral. Pour les entreprises qui sont dans le commerce interprovincial et international. Donc, il y a quand même un précédent là. Puis de dire simplement c'est volontaire, on n'a pas besoin de participer, bien, c'est pas aussi facile que ça. Si j'étais à leur place, assurément, j'y penserais 2 fois. Là. Parce que, puis il y a une analogie à faire avec le secteur des cartes de crédit. Le code à ce jour est toujours volontaire dans l'industrie des cartes de crédit. Mais dans les faits, il est obligatoire parce que le ministre Flaherty, à l'époque, avait dit, écoutez, on va laisser l'industrie développer un code volontaire, mais on est prêt à intervenir si besoin est. La législation est en place, mais les règlements n'ont jamais été développés pour rendre le code obligatoire parce que tout le monde y participe. Donc, il y a quand même un précédent là où c'est un modèle officiellement volontaire, mais qui est dans les faits quasi obligatoire là, dans le secteur des cartes de crédit. Prochaines étapes, des consultations jusqu'au 31 mai. Prière de participer, c'est très important d'avoir vos commentaires. On a un échéancier très, très agressif, finalisation du code juin-juillet, mise sur pied du BSSP cet automne avec la création d'un conseil d'administration intérimaire. Et BSB, espérons, acquérera ses premiers membres fin 2023, début 2024.
Donc, ça complète ma présentation. Mathieu? Oui. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main avant moi. C'est qui? C'est moi. Alors, il y a Talia qui a une question pour toi, Mathieu. OK. Oui. Ouais, en fait, la question, c'est par rapport à... je sais qu'ultimement, c'est une participation volontaire au code. Puis, normalement, le fait que tu participes au code, ça devrait être bien vu. Tu sais, en tant que détaillant, si tu participes au code, ben, c'est bien vu, puis ça va faire que d'autres détaillants vont vouloir embarquer. En même temps, c'est le fait que tu embarques dans le code, ça ne veut pas dire que tu le respectes. Donc, ma question, c'est si jamais il y a un détaillant ou un fournisseur qui ne respecte pas le code, puis qu'ils font des choses vraiment qui sont de mauvaise foi, puis que dans plusieurs instances, ils s'avèrent dans des situations de litige ou autres, est-ce que tu peux faire sortir quelqu'un du code, puis lui empêcher de revenir, ou comment, y a-t-il un mécanisme, c'est parce que si tu veux que les gens adhèrent au code, là, mais comment que ce processus-là va faire en sorte que ça a vraiment la valeur que ça a, en fait, d'être, faire partie du code, en réalité? Oui, c'est une très bonne question. Puis ça soulève la question du volontaire versus obligatoire. Parce qu'obligatoire, on pourrait voir, OK, la participation obligatoire par des mesures législatives. On pourrait voir la participation est obligatoire, puis si vous vous faites expulser, parce que pour non-respect du code, vous faites expulser du BSP, bien, vous devez payer telle amende par année ou peu importe. Donc, ça serait dans un contexte obligatoire. Dans un contexte volontaire, c'est plus difficile quand on parle de sanctions. On veut des sanctions de la part du BSSP, mais effectivement, le détaillant ou peu importe la partie pourrait dire ben, moi, je sors du BSSP. Donc, c'est pour ça que j'en reviens à l'objectif demeure un code obligatoire, mais on procède avec un code volontaire parce qu'on ne veut pas attendre les règlements provinciaux. Dans la mesure où ce que le code va devenir dans les faits obligatoire, là, soit parce que les gouvernements disent ben, on est prêt à mettre en vigueur un règlement qui va rendre le membership obligatoire, je pense que la plupart vont craindre énormément que, entre guillemets, les gros sabots du gouvernement là, qui arrivent avec ces mesures législatives, etc. Puis, donc, ça va forcer l'adhésion au code et la conformité. Mais il pourrait toujours y avoir, comme tu dis, quelqu'un qui dit regarde, je suis membre du BSSP, mais j'en fais à ma tête. Ça, c'est sûr que ça va soulever un problème là, dans un contexte volontaire. On veut mettre un cadre où ce type de comportement-là va être découragé, mais on ne peut pas l'interdire dans un contexte volontaire. Mais c'est sûr, toutes ces choses-là, soit de dire ben, je ne participe pas, c'est volontaire, ou soit je participe, mais je fais complètement à ma tête, va encourager des mesures législatives et des mesures réglementaires de la part des gouvernements. Va donner un momentum à ces mesures-là. Je pense que c'est juste cet élément-là va quand même être de nature à décourager ce genre de non-respect. Je faisais une analogie avec le code de conduite pour les cartes de crédit. Visa et Mastercard adhèrent à la lettre, en tout cas, c'est d'adhérer à la lettre au code de conduite. Là. Ils agissent comme s'il est obligatoire, le code de conduite, parce que la dernière chose qu'ils veulent, c'est un règlement fédéral qui va venir l'imposer. Donc, ce ne sera pas un code d'industrie, ça va être un code qui est purement
Fondamentalement, Mathieu, moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que quelqu'un qui ne respecte pas le code, il y a un processus de règlement des différends qui existe, qui va être capable de régulariser la situation autant que possible. Puis deuxièmement, moi, je comprends aussi, c'est que les détaillants, là, ils se parlent entre eux autres, puis ils ont des organisations où ils se parlent aussi des différents enjeux. Puis c'est sûr, sachant que les détaillants dans l'ensemble ne veulent pas de réglementation, s'il y en a qui ne collaborent pas et qui mettent la pression pour que le gouvernement intervienne, ils vont probablement entre eux se mettre eux-mêmes de la pression pour que tout le monde devienne des membres du code pour éviter une réglementation. Puis ça, on va voir. L'autre chose que je comprends aussi, c'est que ce processus-là, présentement, les ministères, particulièrement le ministre au Québec, suivent ce dossier-là de très proche. Tout à fait, oui. Moi, j'avais peut-être une question ou peut-être un commentaire là, que je voulais faire. Là, au niveau de la consultation, Mathieu, ce que je comprends, là, la consultation, c'est individuellement, chaque entreprise sont invitées à utiliser le lien et transmettre le commentaire sur le projet de code. Oui, OK, merci. Oui, puis ça peut être fait de façon anonyme. Donc, c'est... ouais. Donc, on vous invite tous à contribuer. Oui. Alors, merci pour les questions. On en a maintenant une pour toi, Mathieu, qui vient de Vincent Cloutier. Alors, Monsieur Cloutier. Oui, bonjour, merci. Merci aussi à CILQ pour l'organisation du webinaire. Merci à toi, Mathieu, pour l'excellente présentation. Mathieu, dans les principes, j'ai vu le mot certitude. J'aimerais ça t'entendre. Qu'est-ce que ça signifie, le mot certitude, dans les principes de base du code? Et je vais te poser une question à 100 pièces. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant ça ne changera rien, 10, ça va bouleverser les pratiques et les relations. Comment quantifierais-tu l'impact éventuel du code? Merci encore. Merci, Vincent. Oui, sur 1 à 10, ça va dépendre du... probablement, comme je disais, là, on parle ici d'un changement de culture. Puis probablement qu'à terme, je dirais que ça pourrait bouleverser l'approche, la relation fournisseur détaillant. Est-ce qu'au jour 1, non? Donc, probablement que pour utiliser ton échelle 1 à 10, elle va augmenter à travers le temps. Puis ça va prendre une adhésion, une participation pleine et entière et un respect du code de toutes les parties. Là. Que ça devienne là, votre livre de chevet un peu. Parce que c'est certain, il y a beaucoup, comme dans beaucoup d'autres dossiers, là, il y a comme un certain cynisme ambiant à combattre. Là. De dire, ça changera rien, fait qu'on va continuer de faire les mêmes choses. Si c'est ça l'attitude au départ, probablement que sur l'échelle 1 à 10, on va garder la même culture, donc le chiffre n'augmentera pas. Mais j'ai confiance à terme que quand on regarde l'expérience du Royaume-Uni, ça a assurément fait des changements très, très importants. La même chose en Australie. Donc, j'ai bon espoir qu'on va converger vers le 10 à terme. L'autre chose sur la certitude contractuelle, ben c'est ça. En ce moment, ça a été un commentaire qui est beaucoup revenu, puis c'est ce qui est mis, qui justifie dans une grande mesure le code. C'est le manque total de transparence et de certitude contractuelle pour les fournisseurs en ce moment. C'est souvent, malheureusement, le royaume de l'arbitraire au niveau des frais, puis etc. La compréhension de ces frais-là. Puis c'est ce que le code vise à résoudre, puis d'amener une certitude contractuelle. Puis ces mots-là viennent à quelques reprises, d'éviter les surprises. Là. Puis il y aurait tout mon chapeau d'économiste, je pourrais y aller pour quelques heures, mais je vais vous éviter ce supplice-là. Là, mais sur les coûts de transaction, il y a une littérature abondante sur les coûts de transaction. Puis je pense que la première fois que je me suis mis à étudier la relation fournisseur détaillant, les coûts de transaction effarants sautaient aux yeux. Là. C'est comme si tu achètes et tu vends une maison, mais tu n'es pas trop clair au final. Même 12 mois plus tard, c'est quoi exactement le prix pour lequel tu as vendu? Ce n'est pas encore complètement réglé. Puis
qui peut recevoir encore des factures ou des déductions par la poste. Fait que c'est assurément, moi, quand je voyais ça, c'était un secteur qui avait beaucoup de transactions de ce langage économique. Puis si on peut résoudre ça, là, puis amener de la certitude contractuelle puis de la transparence, mais je pense à ce moment-là, ça peut être gagnant-gagnant, incluant pour les consommateurs. Et on n'en parle pas beaucoup des consommateurs, mais c'est important parce que je vais faire une analogie avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'était la motivation principale parce qu'il disait à terme, le transfert de risque vers les fournisseurs, bien, ça va avoir un impact sur les investissements, sur l'innovation. Puis ultimement, qui va payer la note? Ça va être le consommateur. Fait que c'est important de garder ça à l'esprit. Fait que, comme ça que je répondrais là, au niveau des principes de certitude contractuelle. Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? On a encore quelques minutes. Donc, si jamais... Ah, il y a Talia qui a une nouvelle question. Talia? Oui, non, je ne sais pas si ça avait été répondu sur le chat, c'est le partage de la présentation, puis est-ce qu'il y aurait une version en anglais aussi qui pourrait être partagée ou c'est juste la version française ou... En fait, actuellement, dans le chat, on voit le lien pour télécharger la présentation que Mathieu a donnée aujourd'hui. Mathieu, est-ce que tu as une version en anglais qu'on pourrait partager également? Non, mais on pourrait peut-être Parfait. faire traduire. Tu vas te pencher là-dessus. Je vais me pencher là-dessus. J'enverrai la facture à Lactalis Canada. Parfait. Alors, j'allais dire donc si jamais il y avait des questions qui survenaient lorsqu'on aura terminé notre séance, on vous invite à les envoyer à l'adresse cilq@commercial.cilq.ca. Nous les ferons suivre à Mathieu afin qu'il puisse répondre à vos interrogations, même si le moment, vous allez peut-être aussi revisionner la séance et avoir de nouvelles questions, alors n'hésitez surtout pas. Il y aura un formulaire qui va vous être acheminé par courriel pour que vous puissiez nous faire part de votre appréciation de la séance, des informations qui ont été transmises et c'est également l'occasion de nous faire savoir quels sont les sujets qui vous intéressent, qu'on pourrait adresser. Je vois qu'il y a une main levée, alors je pense que c'est Carole et Charles. Ouais, je te laissais finir ton mot, je peux le dire après. Excellent, parfait. Alors, ce lien-là pour le formulaire, c'est très important pour nous. Ça nous permet d'ajuster notre offre de webinaire, de service à nos membres. Alors, on vous invite à prendre les quelques instants nécessaires pour nous informer. La vidéo de la séance sera également disponible dans quelques jours. Je dois éditer la vidéo pour pouvoir vous l'acheminer. On espère avoir l'occasion de vous retrouver très, très bientôt dans l'un ou l'autre de nos événements. Probablement que vous pourrez également y rencontrer Mathieu, qui participe activement aux événements du CLQ. Donc, je profite de l'occasion, Mathieu, pour te remercier très, très chaleureusement pour le temps que tu as fait, la préparation que tu as dû mettre pour nous informer aujourd'hui. Je ne serai pas là le 13, malheureusement. Bon, Est-ce que vous pouvez changer la date? Oui, c'est ça. OK, on va y réfléchir. Alors, merci vraiment beaucoup, Mathieu. Les informations très pertinentes. Je pense que tout le monde a un intérêt dans notre industrie à connaître l'ABC de ce projet-là, de ce sujet-là. Et merci d'avoir pu prodiguer les bonnes informations à titre d'expert. Donc, merci beaucoup. Prochain événement, donc, Mathieu, il ne sera pas, malheureusement, mais bon, l'école d'été, un événement hybride avec Novalet qui va présenter le Forum Techno et nous, au CLQ, on vous offre l'occasion de faire du maillage avec les gens de l'industrie, du réseautage. On va avoir des petites activités à l'extérieur, un repas, évidemment, un vin fromage. Alors, vous pouvez, je vais toutes mettre les informations dans la boîte de clavardage à la fin de la séance. Suivez-nous sur les médias sociaux, nos courriers électroniques. Les médias sociaux sont souvent, principalement LinkedIn, la meilleure façon d'être informé en temps réel de tout ce qui se passe au CLQ, les actualités, les événements, etc. Donc, merci encore une fois à Mathieu, aux participantes et participants de la séance. On est très content que vous ayez participé, de vous avoir accueillis aujourd'hui et on vous dit à la prochaine. Et donc, je laisse peut-être le mot de la fin pour notre PDG, Charles. Oui, bien, merci, Guillaume. Moi, le seul élément que je voulais rajouter, c'est que l'objectif fondamental de la journée d'aujourd'hui, c'était de vous mettre au courant du contenu du code
pour vous donner tous les outils nécessaires de participer à la consultation qui va avoir lieu au mois de mai. Fait que là, on vous invite maintenant à ne pas vous gêner de soumettre vos commentaires là, aux coordonnées qu'on vous a transmis pour aider à bâtir un code là, qui va répondre aux besoins de l'industrie. Fait que merci de votre participation d'avance, puis merci Mathieu beaucoup de ton temps et de la présentation, c'est super apprécié. Merci Guillaume pour l'organisation de l'événement. Tous tes bons mots. Ça fait plaisir. Est-ce que je vois une dernière question? J'ai entendu quelqu'un qui avait une question peut-être? Non, une main baissée. Alors, bien, merci à tous. Ça conclut notre présentation d'aujourd'hui et à très bientôt. Merci. Merci, Merci, Maman. Mathieu. Au revoir.